Normalement, je suis en direct. Pour les personnes qui rejoindront ce live plus tard, donc en rediffusion, on va parler du cholestérol. Sujet fascinant avec Adèle qui va me rejoindre dans quelques instants. Donc je vais attendre au début bien sûr que tout le monde puisse se connecter. Bonsoir tout le monde, on va parler du cholestérol avec Adèle qui va me rejoindre. Coucou. Ah, on a Adèle qui est déjà là, magnifique. Alors dis-moi si tu arrives à m'envoyer une invitation. Adèle, ça a l'air d'être le cas. Bon, bah, parfait, ça aurait été rapide. Génial. Avec Adèle sur le cholestérol. Ça va être un sujet, je pense, fascinant. Dites-moi si vous m'entendez bien au passage. Coucou tout le monde. Salut, Et salut Adèle. salut Will. Tu vas bien? Tu m'entends bien? Je vais très bien, je t'entends très bien. Et toi? Ça va, merci. Oui, je t'entends bien. Magnifique. Il n'y a pas d'écho ou quelque chose de bizarre qu'il faut que je corrige maintenant? Non, non, c'est nickel. Ah, c'est impeccable. Et merci infiniment d'avoir accepté de rejoindre un live avec moi sur le sujet. Puis merci pour ton article aussi au passage. Ça fait combien de temps que tu l'as écrit cet article? C'est une très bonne question, je sais pas. Je pense que j'ai dû l'écrire en 2018 peut-être, ou Ok, 2010, ok. peut-être. Je pense plutôt vers 2018, ouais. Ok, Mais génial. merci surtout à toi de cette initiative. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc du coup, ça me fait plaisir de partager avec quelqu'un qui est aussi intéressé sur le sujet. Et ouais, je te suis depuis un petit moment, je sais pas, peut-être, je dirais 3 ans peut-être. De manière générale, j'aime beaucoup ton ouverture d'esprit, même si je partage pas forcément en fait on va dire toutes tes visions, mais j'apprécie beaucoup le fait que tu sois ouvert justement. Donc ça, c'est assez rare et c'est pour ça que je continue à te suivre d'ailleurs. Donc voilà. Trop cool. Purée, bah écoute, t'as tenu 3 ans, donc j'espère que c'est pas ce soir que tu vas partir au. Ouais, je pense peut-être même plus, je pense Oh peut-être. Ouais. purée. Bon. Ouais, écoute, un grand merci. C'est vraiment chouette d'avoir ce retour. Je suis désolé, on a un peu foncé droit dans les questions, mais je peux peut-être te laisser te présenter si ça te va pour les personnes qui ne connaissent pas. Ouais, avec plaisir. En fait, ça va nous faire aussi l'occasion de se connaître parce qu'on se connaît pas vraiment, donc on n'a pas eu beaucoup d'occasion d'échanger. En fait, je suis Adèle, j'ai 35 ans, je vis en France, mais j'ai eu la chance de vivre aussi en Suisse Ok? il y a quelques années de ça, à Genève. Je crois que c'était en 2011 et 2012. Et en fait, je travaille pour les banques. Je suis dans, on va dire, la gestion de la donnée de manière générale. J'aide les banques à gérer leurs données. Mais j'ai eu aussi l'occasion de travailler, on va dire, dans l'industrie pharmaceutique il y a 8 ans environ dans un groupe pharmaceutique français dans leur département recherche et développement, mais plus du côté financier. En fait, je suis toujours, on va dire, je travaille toujours dans la finance, on va dire, je travaille du côté de la gestion financière de la recherche et du développement. Donc du coup, je m'intéresse en fait à ce sujet depuis longtemps, mais surtout, j'aimerais dire j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la santé de manière générale parce que j'ai commencé à avoir une maladie chronique. C'était en 2012 justement quand j'étais en Suisse. On m'a diagnostiqué une arythmie auriculaire, ça s'appelle, c'est un problème cardiaque en fait qui touche surtout les personnes au-dessus de 65 ans. Mais ça commence à être de plus en plus fréquent chez les jeunes aussi. Donc c'est en gros un rythme cardiaque aberrant. Ton cœur il fait n'importe quoi. Et en fait, il n'est pas expliqué, hein. Parfois, on va dire, si on va dire, on a l'hormone thyroïdienne qui est un peu élevée, ça peut provoquer ça. Mais chez moi, c'était pas le cas. Et donc voilà, donc ça, j'ai commencé à avoir ce souci donc en 2012 et c'est un problème en fait chronique qu'on est censé avoir toute sa vie. Et on va dire au bout de quelques années, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Je me suis dit, ok, il faudrait peut-être que je m'attaque à ce problème et que je regarde d'où ça vient et comment je peux résoudre ça. Et en changeant drastiquement, on va dire, de mode de vie, en mangeant mieux et ainsi de suite, en faisant du sport et tout ce qui va avec, j'ai pu en fait arrêter ce souci. Enfin, théoriquement, on n'est pas censé en guérir, mais j'ai plus ce problème d'arythmie auriculaire depuis 2017. Donc du coup, j'étais en fait sous traitement pendant 4 années. En fait, c'est quelque chose où tu es censé prendre en fait le traitement à vie ou bien de te faire opérer. On appelle ça une cardioversion, ou plutôt, pardon, excusez-moi, une ablation du cœur.
Enfin, ça se dit comme ça, mais en fait, on n'enlève pas le cœur, mais c'est une ablation. En fait, ça permet en fait de retrouver un rythme cardiaque normal. Moi, je l'ai pas fait, j'ai juste changé mon rythme de vie et ça m'a permis, enfin, mon mode de vie plutôt. Ça m'a permis de m'en sortir depuis. Donc, c'est pour ça que, enfin, il y a ça aussi. Il y a aussi, malheureusement, j'ai perdu mon père avec un problème cardiaque et qui s'est fait opérer. C'était en 2013. Il est mort sur la table d'opération entre guillemets. Et à cette époque-là, en fait, je m'intéressais pas du tout, pas encore au sujet, mais on va dire plusieurs années plus tard, j'ai commencé vraiment à beaucoup m'intéresser à la question. Wow, ok. Bon, tu as été amené dans le sujet, si j'ose m'exprimer ainsi, assez sérieusement. Donc, c'est aussi Ouais, quand on n'a pas le choix qu'on se rend compte des fois à quel point on peut s'investir plus que d'autres personnes qui auraient peut-être le choix, effectivement, de ne pas s'intéresser à ça. ouais, tout à fait. Même en fait, ce qui est intéressant, et je pense que c'est le cas de beaucoup ça arrive à beaucoup de monde. En fait, au début, en tout cas, j'avais une réaction un peu distante à ce qui m'arrivait dans le sens où je pensais que j'avais aucune emprise ou que je pouvais rien faire en fait. Enfin, en général, c'est ce qu'on pense. On pense qu'on n'a pas d'influence particulière sur sa santé. Enfin, en tout cas, moi, c'est la perspective que j'avais il y a 10 ans. Mais au bout de quelques années, enfin, je me dis, ok, j'ai 32 ans, je vais pas continuer à prendre des médicaments toute ma vie. Je peux peut-être faire quelque chose, quoi. Et quand on commence à s'intéresser un peu au domaine, bah, on rentre dans the rabbit hole, comme on dit, et on n'arrête pas de creuser, en fait. Et on voit qu'il y a énormément de choses qu'on puisse faire, qu'on peut faire pour améliorer sa santé. Et c'est ça, en fait, qui m'a fasciné et qui m'a donné envie de m'intéresser au sujet de plus en plus et de partager des informations sur la question. Ok, fascinant. Bon, il y a quelque chose d'extrêmement aussi intéressant. Je vais me permettre d'utiliser le terme intéressant. J'espère que tu ne le prends pas comme un terme inapproprié avec toi. Non. Hein, mais c'est que finalement, quand ça nous concerne et c'est notre santé et on a envie de s'en sortir, on va pas avoir un niveau euh, médiocre, quoi. On veut faire au mieux parce que c'est pour nous, on veut s'en sortir, c'est notre santé, ça déconne pas. On parle de l'exemple de ton père juste avant. Donc là, on est vraiment enfin, je sais pas parler à ta place, mais tu peux pas être plus investi que ça, tu vois, dans le fait d'essayer de comprendre, Non. d'avancer. Donc, En fait, à l'époque, la maladie de mon père, justement, j'avais toujours cette vision, c'est-à-dire que je me suis fait diagnostiquer à peu près au même moment en fait pour mon problème à moi, parce que je pensais que, enfin, il y avait rien à faire quoi, faut juste suivre le conseil du médecin et voilà. Et donc du coup à cette époque-là, j'ai rien fait de particulier, j'ai pas donné de conseils particuliers à mon père ou à moi-même, j'ai rien fait en fait, j'ai juste suivi ce que me disent les médecins. Mais on va dire quelques années plus tard, j'ai vu que, enfin moi ma situation ne s'améliorait pas. Et c'est le cas en fait souvent de certaines maladies chroniques en fait. Ce que nous propose on va dire la médecine classique euh, ne suffit pas en fait souvent à ce type de maladie, aux maladies chroniques et c'est l'arythmie auriculaire en fait partie et du coup bah, j'ai cherché à aller plus loin en fait c'est vraiment concret, mon but c'était voilà d'être là plus longtemps pour mes enfants en fait, aussi simplement que ça, et d'être en bonne santé, donc il n'y a pas plus concret que ça, et donc ouais, on chipote pas, on cherche vraiment des solutions concrètes pour améliorer sa vie quoi. wow, ok, bah écoute, c'était intense comme introduction. Je te remercie pour ce. Moi, je te Désolé, mais c'est la vérité. Bah, écoute, authentique, rien de mieux pour commencer un live, c'est parfait. Écoute, comme ça, les personnes qui auront envie de suivre peut-être un petit peu ce que tu fais sur ton compte Instagram ou ailleurs sauront déjà un petit peu ce qui t'est arrivé. Et si ça te va, pour donner un cadre un petit peu à notre live du jour, je pense qu'on a encore 1 heure pour en parler si ça te va, c'est autour du cholestérol et notamment de ton article. Et j'aimerais peut-être faire une micro-introduction. Donc D'accord. euh, je vais pas partir contre toi, mais je vais juste te donner un petit truc. Je suis fils de médecin à la base. Donc, D'accord. ce qui est marrant, c'est que j'ai un père qui est professeur ordinaire en médecine, donc qui a, on va dire, le stade hiérarchique qui est considéré comme le plus élevé au niveau honorifique, enfin peu importe. Mais dans l'idée, je suis vraiment né dans une famille avec un monde où je me disais, bon, bah, c'est absolument clair que euh, moi, je m'intéresse à ce domaine-là, à la santé, et j'aimerais pouvoir être compétent moi aussi pour pouvoir aider mes enfants si j'en ai un moment, parce que voilà, c'est important de pouvoir soigner, aider et puis porter secours quand on n'a pas de notion. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a vite un problème. Parenthèse fermée là-dessus, juste pour dire que je suis aussi parfaitement conscient de deux, trois trucs sur le plan légal. Et je vais faire une introduction de maximum 1 minute, que je vais quand même me permettre. Ouais.
En ce qui me concerne, mais je pense que c'est aussi le cas pour toi, tu me corriges juste à Je vais le faire de mon côté aussi, pour être sûr. on va pas donner de conseils dans le médical ici, on va présenter nos avis respectifs. Moi, je me réjouis beaucoup de présenter le mien aussi, mais je vais profiter de toutes tes notions, toutes tes connaissances, de ton expérience aussi, et qui a amené à toutes les connaissances que tu as pu acquérir aussi par la suite et la façon dont tu vas présenter les infos. Mais on ne donne à personne ici des conseils qui sont plus importants que les conseils que vous allez recevoir dans le cadre médical, dans un cadre qui n'est pas médical d'ailleurs, parce que on n'a pas vos dossiers sous les yeux. On va parler de problèmes cardiaques, on va parler de cholestérol, on va parler probablement d'industrie pharmaceutique, de statines, de choses comme ça. Et ici, à aucun moment, il s'agit de remplacer un conseil que vous recevez dans un cadre, dans un cadre professionnel, justement. Une petite nuance, c'est peut-être totalement logique pour tout le monde, mais je le précise ici pour deux raisons. La première, pour être simplement authentique, pour le cadre légal, médical, c'est juste quelque chose qui est important à rappeler. Et la deuxième chose, c'est que le contexte est absolument tout. Donc, si on donne des informations ici qui ne correspondent pas à votre contexte, ah, Adèle, Will ou Adèle et Will, à un moment, c'est bon, je fais mon traitement, je fais ça. Rappelez-vous juste ce que je viens de vous dire ici. On ne donne pas de conseils qui ont ce type de valeur ici. Par contre, on va vraiment détailler notre perspective. Et puis, comme tu l'as dit, j'espère que ce sera le cas. Moi, c'est en lisant ton article, je me suis dit, OK, il y a une grande ouverture d'esprit, en tout cas apparente. On se connaît maintenant, enfin, on se découvre maintenant pour ainsi dire. Et je pense que si on pose juste ce cadre-là, on est safe pour ensuite simplement exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer. Mais voilà, on ne va pas donner de conseils qui remplacent ce que vous avez actuellement dans le cadre de votre éventuelle prise en charge médicale. Fin de cette petite parenthèse. Totalement. Donc, on n'est pas médecin et on n'est pas vos médecins. On n'est pas là à vous donner, pour vous donner des conseils médicaux. Donc, si vous avez un quelconque souci de santé, voyez ça avec votre médecin, en fait. Là, c'est simplement une discussion et, on va dire, un partage d'avis sur ce sujet. Impeccable. Bon, bah écoute, tant mieux si on est d'accord là-dessus. Je me suis permis de faire juste cette petite introduction parce qu'on parle d'un sujet quand même sensible. Euh, Ouais. Écoute, j'avais envie, moi, de commencer par plusieurs petits sujets, mais je ne veux pas forcément t'orienter directement vers quelque chose. Je te dis ce que j'ai en tête. Si ça ne te correspond pas, tu peux parler D'accord. autre chose. Mais souvent, quand on parle de cholestérol, on va définir le cholestérol et tout ça, mais quand on parle de cholestérol, on se dit assez vite, attention, mon cholestérol peut être trop élevé. Mais on se dit rarement, Mhm. est-ce que mon cholestérol peut être par exemple trop bas? Et c'est quelque Faut pas. qu'on trouve dans ton article et qui est très bien détaillé. Je pourrais donner les références si tu m'autorises après dans la description du live. Bien sûr. Ok, super. Mais est-ce que ça te va de commencer peut-être par cette partie-là, peut-être se dire, ok, il y a ça qu'on entend souvent, il y a une autre réalité qui n'est d'ailleurs pas du tout controversée hein, dans le monde médical, il y a des normes supérieures et des normes inférieures également, et là, pas Mhm. encore dans quelque chose de très controversé, ça tirait de commencer par là, on peut avoir trop peu de Ouais. cholestérol. Ouais, c'est un bon point. En fait, c'est vraiment un truc assez frustrant quand on parle justement du cholestérol. C'est qu'on a, on va dire, un discours qui est monodirectionnel en fait. Justement, on parle que de ça. On parle que du cholestérol trop élevé en fait. Dès qu'on le mentionne, en fait, on parle de ça. C'est-à-dire que les gens sont inquiets d'avoir un cholestérol trop élevé. Enfin, on va dire, les gens associent ça directement, bien sûr, aux maladies cardiovasculaires. Mais on va dire, il n'y a aucune information, enfin en tout cas que ce soit de la part des médias ou même des médecins malheureusement, on ne parle pas de l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que avoir un cholestérol bas est problématique ou pas? Et on va dire dans quel contexte avoir un cholestérol élevé est problématique ou pas? Est-ce que c'est forcément systématiquement problématique? Et en fait, ce que j'ai partagé justement dans l'article, et en fait c'est ce qui m'a choqué, on va dire, c'est qu'on trouve énormément en fait de références très sérieuses. Hein, je vais pas chercher, on va dire, mes références dans des blogs qui montrent qu'en fait c'est vraiment problématique d'avoir un cholestérol assez bas, et c'est surtout lié à beaucoup à une augmentation du risque de cancer en fait. En particulier si le cholestérol est en dessous de 160 mg par décilitre dans le sang. Et en fait, quasiment, quand on passe en dessous de cette ligne, on a quasiment tous les cancers, le risque des cancers qui augmente en fait. Il y a aussi autre chose qui augmente, c'est le risque d'hémorragie cérébrale avec un cholestérol bas. Et en fait,
ce point, en fait, on en fait une abstraction totale, alors qu'aujourd'hui, on va dire les décès causés par les cancers sont vraiment quelque chose de très très important dans notre société, hein. Je crois que c'est la deuxième cause de mortalité après justement les maladies cardiovasculaires. Je suis pas sûr de ça, mais je pense que c'est ça. Mais voilà, donc du coup c'est dommage qu'on n'informe pas les gens de ce point parce qu'on va dire surtout que on va dire la fourchette entre un cholestérol trop bas et ce que beaucoup de médecins considèrent comme un cholestérol trop élevé, elle est assez étroite, je trouve, entre 160 mg et on va dire 220, 240, ça dépend des médecins, milligrammes de cholestérol, c'est pas une très très grosse différence. Et voilà. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de pointer ça en fait, de dire ok le cholestérol c'est pas on va dire quelque chose de on peut pas dire que c'est quelque chose de mauvais ou bon, enfin en tout cas moi c'est mon point de vue pour la santé de manière générale, mais voilà il y a des points où ça peut être problématique, et il y a des points où ça peut être bénéfique ou problématique si c'est pas assez élevé. Hyper intéressant. Je vais essayer de synthétiser un petit peu quelques éléments que tu as donnés. On a parlé donc déjà d'une fourchette dans laquelle on est censé se retrouver selon les normes médicales actuelles, typiquement entre, tu me reprends si je dis des bêtises, entre 160 et 220, parfois des 240 selon les médecins, selon le contexte dans l'interprétation. Voilà, ça c'est ce que j'entends aussi souvent, juste pour qu'on voilà, on parle de ça. Et si on se retrouve donc en dessous du 160, qui est donc sans controverse ou quoi que ce soit, en dessous de cette norme qui est proposée là également, on peut se retrouver dans d'autres types de problématiques, pas forcément directement liées aux maladies cardiovasculaires, mais par exemple au cancer, à des hémorragies au niveau cérébral notamment. Et puis, j'ai vu plusieurs cancers d'ailleurs dans l'article et dans les références que tu as mentionnées. Le cancer du foie, je suis sûr de l'avoir vu passer, mais le cancer de la prostate aussi, ou d'autres cancers qui, voilà, ça plaisante pas, hein, on ne parle pas de Beaucoup de cancers. cancers, vraiment. J'ai plus la liste en tête, mais vraiment de nombreux cancers. Ouais. Je dois pouvoir la retrouver si jamais quelqu'un nous demande, je peux la voir sur un de mes écrans derrière, donc n'hésitez pas à nous demander si jamais. Ok, donc si on part de là, extrêmement intéressant, on n'est pas juste en train de dire le cholestérol est toujours bon pour juste faire l'inverse du courant actuel, on est juste en train de dire que même dans ce qui est déjà vérifié, on va dire, il y a aussi quelque chose qu'on a envie de mentionner un peu plus souvent, c'est cette norme inférieure. Il y a une à partir d'un certain âge, le fait d'avoir trop peu de cholestérol, je crois que c'est la tranche d'âge, c'est qu'on dépassait 60, choses comme ça. Le fait d'avoir un cholestérol trop bas était cette fois-ci directement corrélé avec un plus grand risque de je crois que c'est toute mortalité confondue. Toute cause de mortalité, ouais. Voilà. Pour ce taux-là, il augmentait à partir de cet âge-là, et donc avoir trop peu de cholestérol, c'était aussi directement problématique pour, cette fois-ci, toutes les causes confondues. Et donc, toutes les causes confondues, ça inclut aussi la partie maladie cardiovasculaire. Mais ce que je ne suis pas en train de dire ici, c'est que je suis 100% sûr que cette donnée-là incluait donc, de manière statistiquement significative, spécifiquement les morts cardiovasculaires. Mais lorsqu'on prenait la totalité en compte, effectivement, ça augmentait avec ce cholestérol trop bas. Donc, voilà. Exactement, ouais. Base. Ce qui était Je intéressant veux aussi, juste, on va dire, mettre de côté l'éléphant qu'il y a dans la pièce. En fait, moi, on va dire, dans l'article, je remets pas en cause on va dire, il y a énormément d'études scientifiques aujourd'hui qui mettent un lien, en fait, entre cholestérol élevé et maladie cardiovasculaire. Je peux rentrer beaucoup plus dans les détails parce qu'aujourd'hui, on a, on va dire, de la science qui nous donne quelque chose de beaucoup plus détaillé, en fait, qui nous permet de savoir, on va dire, il y a plusieurs types, enfin, pour faire simple, on va dire, il y a plusieurs types de cholestérol. Mais surtout, il y a plusieurs métriques aujourd'hui qu'on connaît en cholestérol qui nous permettent de faire un lien entre le cholestérol et les maladies cardiovasculaires, en particulier le nombre de particules de LDL. On va peut-être définir après les choses, ou maintenant, je ne sais pas ce que tu en penses peut-être maintenant, avant d'aller plus loin dans le détail. Mais en fait, je suis pas, d'abord pour faire simple, je suis pas là pour remettre en cause, on va dire, la science, c'est-à-dire dire que plus on a de cholestérol, mieux c'est pour la santé. Ça, je suis pas d'accord avec ça non plus, en fait. C'est juste que je suis là pour, on va dire, apporter de la nuance. Enfin, en tout cas, moi, je vois de la nuance parce que c'est un sujet très très complexe. Il y a plusieurs choses qu'on ne connaît pas on va dire, dans cette discussion. C'est justement comment le cholestérol
on va dire, les niveaux de cholestérol sont corrélés chez les femmes, par exemple. C'est un peu différent que ce soit chez les femmes, chez les hommes. On va dire les niveaux de cholestérol et la corrélation avec les différentes maladies chez les personnes âgées ou pas âgées, on va dire, je veux dire après 50 ans, ce que tu viens de mentionner. Donc du coup, en fait, c'est pas du tout un discours, on va dire très. C'est juste, je veux détruire le discours simpliste qu'on a en fait sur le cholestérol. Je veux pas dire que c'est forcément bon pour la santé. Voilà, c'est ça l'idée. Super, donc c'est bien de le mentionner comme ça aussi, parce que ça permet de se rendre compte que finalement, apporter de la nuance, c'est pas la partie la plus sexy, mais c'est souvent quelque chose qui permet de se Ouais. rapprocher de la. Et bon, bah, c'est ce qu'on a décidé de faire, apparemment, toi et moi, sans concerter avant. Donc tant mieux, magnifique, merci pour la précision, c'est top. Écoute, je pense que c'est un bon moment pour définir les différents types de cholestérol. Ok. Ça coupe chez moi. Hein. Je sais pas si tu J'ai voulais pas totalement rajouter. entendu. J'ai pas totalement entendu ce que tu as dit. Oui, je t'entends pas bien. Alors attends 2 secondes. Je sais pas du tout. Bah, en gros, j'ai compris que tu voulais qu'on parle de définition. Ouais, je me suis juste déplacé. J'étais normalement sur Ouais. la 4G. Je sais pas si c'est mieux. C'est le live, Là, hein. c'est bon. Ouais. Là, je t'entends mieux. Ouais. Si là, Enfin, là, ça coupe pas. tant mieux. Merci, d'accord. Apparemment, c'était moi. Il y a Alex qui m'a dit que c'était moi. Et je vais jamais. Voilà. Si jamais il y a une mini déconnexion, je pense que maintenant je suis sur Wi-Fi et ça devrait être très clair. J'espère que c'est le cas. Ok. Ouais. Bah, je peux, on va dire, en attendant, en parler des différentes définitions. Peut-être on va dire, mettre de côté comme ça. On va peut-être mieux comprendre le sujet. En fait, quand on parle en général de cholestérol, on parle plus de protéines en fait. Moi, ce que j'aime, l'analogie que j'aime bien dans cette discussion du cholestérol, c'est qu'on parle, on va dire, de cholestérol. C'est comme si on parlait du second rôle dans un film et que ça prenait la place du premier rôle. C'est-à-dire que l'image que j'ai en tête, c'est le film Batman et Robin, et il s'appellerait plus Batman et Robin, mais Robin et Batman en fait. Parce on appelle la problématique du cholestérol, alors qu'en fait, la plupart du temps, on parle des lipoprotéines qui contiennent du cholestérol et pas seulement que du cholestérol en fait et des graisses, enfin des triglycérides et ainsi de suite. En fait, en gros, le cholestérol et les graisses peuvent pas être transportées telles quelles dans le sang parce que ben elles sont, enfin la graisse et l'eau comment on appelle ça? Enfin, la graisse, elle n'est pas enfin, elle n'est pas water soluble, elle se dissout pas dans l'eau si Hydro- tu veux. Et donc, du coup, Hydrosoluble, yes. elle n'est pas hydrosoluble, excuse-moi, ouais, j'ai du mal parfois. Et en fait, la graisse, elle est transportée, donc, soit les triglycérides ou le cholestérol, dans des petites boules qu'on appelle les LDL, donc Low Density Lipoprotein, ou des HDL, High Density Lipoprotein. En gros, c'est des sphères de protéines qui contiennent qui ont à l'intérieur de la graisse, des vitamines liposolubles, du cholestérol et d'autres choses. Donc, on parle de vitamines liposolubles, vitamine D, vitamine A et d'autres choses, et vitamine E. Et en fait, quand on dit cholestérol ou qu'on parle d'un niveau de cholestérol, c'est des lipoprotéines, enfin les lipoprotéines qu'on mesure en général. En fait, donc, quand on mesure son cholestérol, on mesure ses niveaux de LDL. Donc, quand on a soit les LDL, les particules de LDL ou HDL. Et en fait, en général, enfin, pourquoi low density et high density? En gros, c'est en fonction de la quantité que contiennent de graisse, c'est lipoprotéines, donc c'est boules. Donc, si vous imaginez un ballon qui contient de la graisse à l'intérieur, plus il va contenir la graisse, on va dire, moins il va être dense, c'est-à-dire il va flotter plus dans l'eau, parce que par rapport, on va dire, à la membrane extérieure de protéines, il y a plus de graisse qui va faire remonter. Alors que s'il contient moins de graisse et qu'il est, on va dire, proportionnellement plus de protéines que de graisse, il va être un peu plus dense et va être plus bas. En fait. Du coup, les HDL sont plus petits et contiennent moins de graisse que les LDL qui contiennent plus de graisse et qui sont plus grosses, on va dire. Et en général, enfin, on associe, en tout cas, il y a des médecins qui le disent, mais enfin, ou des blogueurs, peu importe, qui disent que le LDL c'est le mauvais cholestérol et le HDL c'est le bon cholestérol.
c'est une simplification en fait parce que en général, on associe un niveau de LDL élevé aux maladies cardiovasculaires justement et un niveau de HDL bas aux maladies cardiovasculaires également. Mais à l'inverse, c'est-à-dire que si le HDL est élevé, par contre là, c'est protecteur pour les maladies cardiovasculaires. Je sais pas si c'est une définition assez claire Je ou ça. pense, non, non, je pense que c'est pas mal. Je m'excuse juste pour le petit moment où on m'entendait pas bien et il y avait un problème de connexion. Je vais peut-être rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, en réalité, le cholestérol, la molécule en elle-même, c'est quelque chose qui est produit partout dans le corps. C'est pas que le foie qui le produit, parce qu'on a tendance à dire que c'est ça. Mais en fait, toutes les cellules du corps peuvent produire du cholestérol. Et on va dire, il y a aussi, comment dire, enfin, des protéines, des LDL dont on parle pas beaucoup, qu'on appelle les chylomacrones. C'est en fait celle qui transporte, on va dire, les graisses de notre système digestif après vers le cœur et ensuite dans le système circulatoire. Mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait, elles restent pas beaucoup dans la circulation et on les étudie pas forcément et on les associe pas forcément aux maladies cardiovasculaires. Et ça reste des LDL comme les autres en fait, c'est juste qu'ils ont, on va dire, un fonctionnement différent. Ils viennent pas du foie, mais ils viennent de l'intestin. Super. Un truc que j'aimerais bien rajouter pour essayer d'ancrer un petit peu ce que tu as présenté au niveau de la densité, si vous faites une pesée sous l'eau pour la masse grasse, vous allez voir que plus vous êtes gras, plus vous flottez. Je suis pas en train de dire que si vous n'êtes pas capable de faire la planche, ça veut dire que vous êtes un bodybuilder et vous n'avez pas de graisse du tout. Mais c'est juste pour dire que effectivement, quelqu'un qui flotte est moins dense. C'est pour ça qu'il remonte en fait, tout simplement. Donc ça aidera peut-être à retenir ton exemple qui était excellent. C'est la première Ouais, fois c'est qu'on me le ça. présente comme ça. Ouais, en fait, en gros, c'est vraiment l'image ouais, du ballon, parce que les LDL, c'est ça en fait. Les LDL, HDL, c'est une sorte de ballon qui contiennent de la graisse, quoi. Donc, ça parle plus aux gens quand on présente les choses comme ça. Et donc, on va dire à partir des années, en fait, un des problèmes du cholestérol, c'est que ça a été facile à mesurer, on va dire très tôt. Et je pense que on va dire, c'est comme si on arrivait à une scène de crime et que la première personne qu'on identifie dans cette scène de crime, on pense que c'est le coupable en fait. En tout cas, moi, c'est l'image que je donne, c'est que, mais c'est juste que c'est la première personne qu'on a identifiée et que on l'a retrouvée sur un registre. Et en fait, c'était assez facile de mesurer le cholestérol depuis le début du 20e siècle, on va dire. Et on a commencé à être de plus en plus précis et à pouvoir justement distinguer les LDL, les HDL, ainsi de suite. Très tôt, en fait, les scientifiques ont commencé à s'intéresser à ça parce que on voit du cholestérol, de la graisse dans les artères, en fait, quand il y a des problèmes cardiovasculaires. Et en fait, les scientifiques, en particulier un dans les années 50, qui est Ansel Keys, on va dire, a pointé du doigt le cholestérol comme on va dire le facteur causant les maladies cardiovasculaires, on va dire à partir de ces années-là. Et puis donc, on a quelque chose qui s'est permis de dire, qui ne reflétait en fait pas exactement la réalité statistique. Bon, par rapport à ce que tu connais aussi dans le domaine des chiffres, je pense que tu as pu être assez pointilleux là-dessus en te disant que effectivement, association n'est pas un rapport de causalité. Et puis, il n'y a Ouais. pas que ça, il y a aussi toute la controverse autour de cette, je sais plus si c'est six ou seven countries qui ont été biaisés par rapport à une vingtaine ou quelque chose comme ça. Tu peux en parler En ou... fait, Ansel Keys a fait une étude et a écrit un livre, on va dire, un des les plus influentes en fait au monde, peut-être dans le monde de la nutrition, qui s'appelle la Seven Country Studies. Et, euh, et en fait, il a publié un graphe sur 6 pays justement, donc c'est les deux, c'est-à-dire qu'il a écrit un article et un livre sur les qui s'appelle les Seven Country Studies. Mais dans les années 50, il a publié un graphe en fait où il faisait une association entre le niveau du cholestérol. Je crois non, c'était la consommation des graisses saturées, je crois. Ou c'était je me rappelle plus. Désolé de ça, mais je crois que c'était la consommation des graisses saturées ou bien niveau de cholestérol dans le sang, je me rappelle plus. En gros, il faisait une corrélation assez parfaite entre les niveaux. Plus on consommait de graisses saturées sur les 6 pays qu'il listait, plus on va dire les maladies cardiovasculaires étaient élevées.
Ce qui a été démontré par la suite, en fait, c'est que à cette époque-là, donc dans les années 50, on avait des données sur beaucoup plus de pays que 6, donc on en avait sur 22, et que il y a des chercheurs, on va dire 5 ans plus tard, qui ont montré que, en fait, quand on prenait en compte tous les pays, on n'arrivait pas à faire cette corrélation aussi simplement que ça. Et l'élément le plus flagrant, c'était vraiment la France, où d'ailleurs on parle beaucoup de French Paradox. C'est en fait où la France, les Français, ils consommaient 4 fois plus de graisse saturée que les Japonais, par exemple, et ils avaient beaucoup moins de problèmes cardiovasculaires que les Japonais dans les années 50. Donc c'était pour les personnes, je crois, au-dessus de 45 ans, quelque chose comme ça. Donc du coup, ça, c'était, on va dire, des points qui ont été un peu écartés par Ansakis à l'époque. En tout cas, il a choisi les pays qui l'intéressaient pour démontrer son point. Et ça avait bien marché parce que, bah, à l'époque, il avait une certaine crédibilité. C'était un scientifique assez respecté. Et surtout, les Américains avaient très très peur des maladies cardiovasculaires dans les années 50 parce qu'il y avait une explosion énorme qui aujourd'hui on sait un peu plus pourquoi. C'est lié notamment à l'augmentation de la cigarette, l'apparition des huiles comme le Crisco et ainsi de suite. Euh, et, euh, et en fait, ce scientifique, c'était celui qui leur apportait une réponse en fait. C'était un scientifique crédible qui apportait une réponse audible, on va dire. Il disait voilà, une maladie cardiovasculaire, c'est causé par ça. Et bah, pour ne plus avoir ce problème, il faut arrêter de consommer des graisses saturées ou voilà. Super. Non, on parle carrément pour Ansel Keys de scientifique à prestige, hein. J'utilise ce terme justement consciemment parce que c'est quelqu'un qui était connoté comme quelqu'un de crédible et qui était en lien très très rapproché avec finalement les discours qui ont cette espèce de mise en scène assez extraordinaire euh, aux États-Unis avec le Surgeon General qui tout à coup va faire son annonce et puis va dire alors voici la politique de santé, voici ce qu'on fait, voici la stratégie. Et puis il y a tout ce côté un petit peu mise en scène comme ça qui donne un côté presque ah, c'est la bonne parole et je caricature à peine. Et c'est vrai que ces notions sont quand même assez particulières parce qu'il faut aussi comprendre les relations culturelles qu'il y a de ce côté-là par rapport à un message qui est amené à un moment. Par exemple, aux États-Unis, c'est pas surprenant du tout d'avoir un politicien qui dit au nom de Dieu, on va faire ça, ça, ça. C'est même répété des tonnes et des tonnes de fois. Ça pourrait surprendre beaucoup plus en France, par exemple. Bon, petite parenthèse juste pour dire la manière dont on amène les messages crédibles au niveau de la politique, mais au niveau aussi de la politique de santé, est quand même assez vite surprenant. Et puis, bon, bah, dans ce domaine, il suffit d'avoir quelqu'un un petit peu haut placé. On se demande si on est vraiment dans 100% de la science objective avec un message construit dans un but optimal, qui serait celui de ce qu'on pourrait attendre d'une politique de santé, ou si peut-être il y a des choses à améliorer. Voilà, c'était juste un point que je tenais à mettre en avant. Ouais, et en fait, ce qui a apporté de la crédibilité, on va dire, au message d'Ansakis, en tout cas de ce qu'il disait, c'était la première étude scientifique, on va dire, d'envergure qui était menée sur le sujet, c'est la Framingham Study, qui a été commencée avant même que Ansakis, en fait, parle de ça. Donc, c'était commencé, je crois, en 48. C'est une étude qui est toujours en cours, hein. Et en fait, les premières conclusions, je sais plus c'était quand, mais c'était dans les années 50, qui disaient qu'en fait, en gros, les maladies cardiovasculaires sont, on va dire, ils ont identifié 3 facteurs liés aux maladies cardiovasculaires. C'était la tension artérielle, je crois, une tension artérielle élevée, un niveau de cholestérol total élevé, et le troisième, je crois que c'était le surpoids, je me rappelle plus, mais je crois que c'était ça. Et en fait, voilà, c'est en plus de sa crédibilité, on va dire, il y avait une première étude assez d'envergure, on va dire nationale, qui a apporté ce message. Mais est-ce que les gens, on va dire, n'ont pas entendu, ou plutôt, on va dire, c'est la subtilité qui se perd, c'est que il n'y a pas forcément de lien de cause à effet qui a été démontré en fait, mais c'est juste une corrélation. Bon, à ce moment-là, ben, on montrait que des niveaux de cholestérol élevés sont corrélés à des maladies cardiovasculaires plus élevées. Ouais, voilà, si jamais dans l'article, à nouveau, je le mettrai en description, hein, tu précises très bien, il y a ces corrélations qui ont été montrées, mais à aucun moment, à cet instant, il était possible de démontrer la causalité. Et puis, ça illustre bien pour le moment le message général qu'on a. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose quand même d'assez particulier, c'est que dès le moment qu'on regarde quelque chose, en dehors de tout contexte, le cholestérol,
il peut devenir quoi par la suite? Ben, il peut aider pour la digestion, mais il peut aussi fabriquer les hormones sexuelles stéroïdiennes. Donc là, c'est peut-être le côté un peu plus, entre guillemets, perso, lié à la physiologie et tout ça. Si on passe du cholestérol à la suite, par quelque chose qu'on appelle la SCCP 450, c'est la Side Chain Cleavage Enzyme P450, on peut en fait donc couper une chaîne latérale qui permet ensuite de passer à justement la suite. Et donc c'est une étape qui est dépendante d'une certaine quantité d'énergie. Et probablement que le fait d'avoir assez de certaines choses, mais notamment d'énergie, permet de passer à la suite. Donc le cholestérol, c'est pas juste cholestérol élevé, dangereux, on n'en fait plus rien. C'est on peut en faire quelque chose. Et ce truc qui est au milieu de plein d'autres choses, s'il est utilisé correctement, ce n'est pas la même chose que s'il n'est pas utilisé pour X ou Y raison. Et donc il y a aussi cette dynamique qui est souvent oubliée. Si on prend quelque chose en dehors du contexte, on peut souvent tirer des conclusions hâtives. Et c'est vrai que si par exemple on se dit, bon, on a assez de magnésium, on peut plus facilement convertir le cholestérol en hormones sexuelles thyroïdiennes. Si on a assez de taurine, un acide aminé, on peut d'ailleurs fabriquer plus d'acide biliaire. On pourrait se dire, mais est-ce que finalement quelqu'un manque pas de magnésium, d'énergie, d'hormones thyroïdiennes, de taurine ou d'autres choses? Et là, c'est juste quelques exemples parmi d'autres. Ou est-ce que c'est uniquement ce cholestérol ici qui, à ce moment-là, est pointé du doigt, comme tu l'as dit, sur la scène du crime, qui pose vraiment problème? C'est juste un petit ajout interne comme ça de physiologie. Ouais, merci pour ça. Et en fait, il y a une étude qui m'a fasciné dont je parle dans l'article, c'est la Minnesota Study. Et en fait, justement après ça, on s'est dit, ok, maintenant on sait que un cholestérol élevé est problématique. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aider les gens à baisser leur cholestérol. Et en fait, ce qui leur paraissait évident à l'époque, c'était de dire, ok, on va dire aux gens de manger moins de graisses saturées. Ce qui veut dire que il faut manger autre chose. Et ils ont eu la très mauvaise idée de remplacer justement les graisses saturées par des graisses polyinsaturées. Je sais que tu parles beaucoup de ça et je rejoins assez ton point de vue sur ça. Et en fait, ils ont fait cette Minnesota Study qui est, je crois que c'est la seule. Je suis pas sûr qu'ils ont réussi à faire d'autres études depuis sur ça. C'est une double blind control study sur l'alimentation en fait. Ils ont pris les centres des hôpitaux psychiatriques dans le Minnesota où en fait ils ont contrôlé l'alimentation des personnes qui étaient dans ces centres hospitaliers justement il y avait deux groupes, un groupe qui consommait on va dire le régime américain standard pour ce qui est de la graisse saturée, en tout cas c'était autour des 20% de graisse saturée, et un autre groupe où ils ont drastiquement réduit la graisse saturée, je crois vers jusqu'à 9%. Et pour réussir à faire ça, ils ont remplacé tout par, on va dire, des graisses polyinsaturées, donc l'huile de colza et ainsi de suite, avec de la margarine, du lait, comment on appelle ça, low fat, enfin du lait, désolé, je trouve pas en français, sans graisse, remplacé avec des graisses polyinsaturées. Et en fait, cette étude a été un échec cuisant parce que ils ont juste pas vu de corrélation particulière. Enfin, en tout cas, les premières conclusions de l'étude qui ont été publiées, je crois, 16 ans après, parce que justement, les scientifiques sont un peu grattés la tête, ils se sont dit, mais on comprend pas pourquoi, parce qu'ils ont réussi à baisser le cholestérol significativement avec ça. Effectivement, en changeant, en baissant en baissant la quantité des graisses saturées et en mangeant plus de polyinsaturés, ils ont vraiment réussi à baisser le cholestérol. Mais ils comprenaient pas pourquoi ça n'avait pas d'impact, que ce soit sur les maladies cardiovasculaires ou sur la mortalité de manière générale. Enfin, en tout cas, l'analyse qu'ils ont fait. Et en fait, cette étude a été réanalysée plusieurs années plus tard. On a retrouvé les données, on va dire, par accident. Et en fait, on se rend compte qu'il y a même l'inverse qui a été démontré, c'est que plus le cholestérol a été baissé de cette manière, hein, là je précise, c'est-à-dire en substituant les graisses saturées par des graisses polyinsaturées, ça augmente la mortalité de manière générale. La mortalité totale, c'est-à-dire le cholestérol en moyenne baissé de 30 mg et la mortalité augmentée de 22%. Et ça, c'est quelque chose d'assez choquant, mais bon, aujourd'hui, on va dire, on peut pas dire exactement à quoi est lié ça, mais on va dire, on a quelques pistes qui permettent de comprendre que substituer les graisses saturées par des graisses polyinsaturées n'est pas forcément une bonne idée, en fait.
Excellent. Et ça nous amène vers. Alors, tu as bien fait de préciser. De manière significative, la réduction, c'est quand même de 30, 30 unités. Donc, c'est 30 mg. du tout. Oui. Et en plus de ça, l'étude est faite sur 5 ans, je crois, ce qui est long. C'est vraiment. C'est pas, Ouais, 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 c'est pas 4 semaines en donnant un donneur. non, 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 c'est Avec. une étude très longue et très très rigoureuse en fait. Je pense pas qu'en fait on trouve une étude de la même ampleur, c'est-à-dire sur autant de personnes sur qui on a contrôlé l'alimentation de manière double aveugle, c'est-à-dire que les personnes qui donnaient à manger aux personnes hospitalisées ne savaient pas ce qu'ils leur donnaient. Est-ce que c'était vraiment de la nourriture normale ou bien de la nourriture modifiée avec Du coup, je pense pas qu'il y ait d'autres études en double aveugle où on a essayé de baisser l'alimentation pour des personnes sur de nombreuses années en fait. C'est vraiment, on va dire, l'étude la plus rigoureuse qui soit de ce qui a été fait de cette manière. Et enfin, ça démontre que baisser son cholestérol de cette manière, en tout cas, n'est pas une bonne idée. Hyper intéressant. Un petit truc au passage, ça se peut que ce soit un point sur lequel on n'est pas d'accord. Je préfère le préciser au début, mais Ouais. tant mieux parce que c'est le jeu finalement dans ce qu'on présente comme info. Un des trucs qui pourrait faire augmenter le cholestérol, c'est le sucre. Et le sucre, pour moi, je vais faire le gars pour résumer, pour moi le sucre n'est pas un problème, juste pour simplifier le truc, et puis voilà, disons que je parle comme ça. Admettons que le sucre qui augmente le cholestérol n'est pas problématique. Certaines graisses saturées, on va parler du palmitate par exemple, qui augmentent, bon, on a des données qui montrent que ça augmente le cholestérol justement, ça devrait pas être, si les deux choses ont la même action, on pourrait se demander si finalement dire que les graisses saturées sont mauvaises ne devrait pas automatiquement suggérer que le sucre est mauvais aussi. Et ce qui est des fois original dans le discours de certaines personnes, c'est que on trouve que le cholestérol est problématique, mais que le sucre pose pas de problème, mais que par exemple les graisses saturées posent problème. Ou l'inverse, on trouve que les graisses saturées posent pas de problème, mais le sucre est la pire des choses, et puis on a toujours cette base-là. Et quelque part, voilà, il y a quelques incohérences qu'on peut trouver dans cette dynamique. Mais peut-être un des trucs les plus durs à mettre en avant, c'est que lorsqu'on cherche un rôle causal, il faut trouver un lien. Et si on trouve un lien, il faut quelque part qu'on se dise, OK, il y a ça qui se passe, ça nous donne un effet positif sur quelque chose, et précisément ça, qu'on entend le plus souvent avec l'étude que tu mentionnes ici, eh ben, elle ne permet pas de le montrer. Donc ça pose quand même un gros coup de pied dans la fourmilière, cet article. Hein. C'est assez costaud. Bon, c'est juste pour illustrer le contexte. Et on va dire aujourd'hui les gens qui considèrent qu'il y a un lien de cause à effet entre le cholestérol et les maladies cardiovasculaires, ce qu'ils avancent comme argument, c'est le fait qu'on trouve en fait des lipoprotéines, donc LDL, dans les parois des artères, notamment dans les macrophages, on va dire, qui se retrouvent dans les athéromes en fait. Et moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi on ne dit pas que par exemple les macrophages sont causales? Ça, on entendra pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de scientifiques audibles qui vont nous dire qu'aujourd'hui, le système immunitaire est la cause de la maladie cardiovasculaire. Parce que, en fait, on va dire, c'est très controversé, on va dire. Et donc, alors que, en fait, la macrophage, elle se trouve au même endroit que la LDL. Donc, elle est dans la paroi des artères et on peut pas dire que le LDL est plus problématique que la macrophage qui se trouve dans l'athérome. Et pareil pour le calcium, c'est-à-dire que dans les plaques d'athérome, il y a du calcium également. Donc du coup, il y a pas non plus beaucoup de scientifiques qui vont crier sur les toits. Le calcium est causal sur les maladies cardiovasculaires dans les artères. Du coup, c'est ça qui est un peu problématique, on va dire. Effectivement, il y a du cholestérol et des LDL dans les plaques d'athérome, mais est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est la cause? Moi, je suis pas spécialement d'accord. Hyper intéressant. Micro-parenthèse, si le calcium était augmenté pour toi, ce serait une sorte de corrélation, par exemple une augmentation du calcium pour augmenter les risques de calcification, ou pas du tout? Parce que moi, ce serait plutôt l'inverse, juste pour te dire, par rapport à la PTA. Non, 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 c'est pas ça que je dis. Je dis en fait, on trouve du calcium dans les plaques d'athérome, en fait. Oui, Mais aujourd'hui, on peut pas dire que le calcium est causal. Enfin, en tout cas, moi, je le dis pas. C'est-à-dire avoir un calcium trop élevé est problématique ou pas, mais on va dire c'est plus un problème enfin, en tout cas, euh, peut-être on va dire, on n'a pas les éléments nécessaires comme par exemple assez de vitamine D ou d'autres éléments qui permettent de mieux utiliser le calcium ou d'autres choses qui peut être problématique en fait. d'accord. On va dire c'est un milieu.
C'était ça que je voulais avancer. Par exemple, on pourrait parler du cholestérol, mais on pourrait parler du potassium, on pourrait parler du magnésium, on pourrait parler du calcium, tous ces éléments. Mhm. Oula, c'est pas ce que c'était. Ah, pas grave. Tous ces éléments qui sont Pardon, ça peut-être en m'appelle. trop quantité quelque part. Si par exemple on dit vous avez trop de potassium dans le sang, arrêtez de manger des pommes de terre ou des bananes. Bon, il y a du potassium dans les pommes de terre et les bananes. Ben, c'est un problème mal identifié. Parce que si on perd du potassium qu'on devrait trouver en certaines quantités à l'intérieur des cellules, ce que ça veut dire, c'est pas arrêter de manger des pommes de terre, c'est qu'il y a un problème d'équilibre qui se passe à un point tellement important que on a une perturbation de l'équilibre cellulaire. Donc, arrêter de manger quelque chose qui pourrait, par exemple, aider, en l'occurrence au niveau de l'énergie cellulaire, comme les pommes de terre, comme les fruits et ce genre de choses, ça peut en fait continuer Mhm. d'ajouter des problèmes. Pareil pour le fait de trouver à un moment du calcium trop élevé quelque part, on parlait de calcium ectopique. Diminuer le calcium, ça augmenterait ce qu'on appelle la parathormone, qui augmenterait les dépôts de calcium justement ailleurs. Donc en fait, euh, Mhm. ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on garde pas ces principes-là pour le cholestérol. Et puis on pourrait se dire, par exemple, on entend des personnes suggérer que si on mange plus de 2 œufs par semaine, et là je ne parle même pas d'un truc qui est très controversé, parce qu'on a des études qui, même pour le LDL en l'occurrence, montrent qu'on a une normalisation des éventuels problèmes au niveau de ce qu'on peut trouver comme marqueur lipidique dans le sang. Et manger 2, 3, 4, 5, 6 œufs par jour semble pas forcément problématique, même dans le paradigme actuel, par rapport à ces variations au niveau Ouais. des lipides. Donc, voilà, la dynamique est souvent oubliée, et comme tu l'as dit dès le début, juste pour remettre à nouveau ce contexte-là, ce zoom exagéré sur un seul truc que tout à coup on transfère au niveau causal et puis on ne fait plus que regarder ça, qui nous empêche de regarder peut-être d'autres choses pertinentes pour aller avec. Exactement. Ouais. Alors, il y a aussi un point qu'on oublie en fait, c'est que le corps, c'est un système de régulation qui est très complexe. Et donc, parfois, t'as beau augmenter ta consommation de cholestérol en mangeant par exemple beaucoup d'œufs, bah, ton corps il va réguler à sa manière le cholestérol et tu vas moins absorber. Il y a des choses comme ça. En fait, le corps, il a ses raisons, on va dire, pour te maintenir ton cholestérol à une certaine manière. C'est compliqué de le définir pourquoi. Et tu as pas forcément la main sur ça, en fait. Donc, du coup, consommer, parfois, tu as beau consommer justement plus de cholestérol ou moins, par exemple, en arrêtant de manger des graisses animales, bah, ton cholestérol ne va pas forcément diminuer parce que ton corps, il peut le produire et il va le produire parce qu'il veut le maintenir à ce niveau-là. Du coup, on a un système de régulation très complexe qu'on peut pas forcément aussi simplement déréguler en fait. Un truc intéressant, et là je rentre, et c'est, on va dire, juste mon avis, parce que je rentre dans une partie controversée. On va dire c'est juste moi. Comme ça, tu es tranquille par rapport à ce que je vais dire. Si on augmente la disponibilité de l'hormone thyroïdienne active, la T3, on peut voir une chute du cholestérol. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément normaliser systématiquement chez tout le monde le cholestérol en donnant par exemple à la place d'autres médicaments de l'hormone thyroïdienne. Ce n'est pas le raccourci que je suis en train de faire, mais on trouve des données déjà dans les années 1940. Donc comme tu as dit, on pouvait mesurer le cholestérol déjà très tôt. 1940, j'ai une étude que j'avais publiée sur mon compte Instagram, c'est très facile à retrouver si jamais, où dès qu'on administrait justement cette hormone thyroïdienne, on voyait systématiquement une chute du cholestérol après coup. Donc, ce qui est intéressant, quelque part, c'est de nouveau cette dynamique. C'est le cholestérol est élevé. Pourquoi? Est-ce qu'on l'utilise mal? Est-ce qu'il est dérégulé, comme tu l'as dit? Donc, les mécanismes de régulation ne sont pas suffisants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un seul truc. C'est il faut regarder ça et lui crier dessus et puis s'arrêter là parce que tout semble quand même largement plus complexe. Et ce serait vraiment une approche qu'on pourrait qualifier de réductionniste pour les personnes qui sont au courant de ces approches, le réductionnisme, le holisme, la pensée complexe, peut-être pour ceux qui veulent aller plus loin et qui aiment Edgar Morin. Mais bon, on va pas aller là parce qu'on va perdre du monde. Mais dans l'idée, zoomer un petit peu trop en oubliant le contexte, pour rester simple, c'est souvent une erreur, mais c'est souvent très sexy. C'est souvent quelque chose qui est Ouais. compris Il faut facilement. donner un message simple et compréhensible, on va dire. Un bouquet Euh, mystère. Il y a une étude, je sais plus de quand elle date, que j'ai vue très récemment. C'est un sujet que j'avais jamais vraiment eu à l'esprit. C'est il y a quelqu'un de, on va dire, de la communauté low carb high fat que je suis plutôt de la communauté keto qui s'appelle Dave Feldman, qui fait beaucoup d'expérimentation en fait sur le cholestérol, en fait sur lui-même et sur beaucoup de personnes. Il a d'ailleurs développé un protocole qui s'appelle le protocole
d'inversion du cholestérol de Feynman, où en fait où il donne une méthode très simple pour, on va dire, baisser son cholestérol très violemment en quelques jours. Et il a fait une étude récemment qui est super intéressante, qui montrait en fait que l'exercice physique baissait le cholestérol, on va dire, de manière, comment dire, immédiate. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire aujourd'hui on maintient un mode de vie normal et on se met d'un coup à mettre par exemple à faire par exemple de la resistance training, donc de la musculation. Et en fait, les jours suivants, notre corps qui n'était pas prêt on va dire pour ça va baisser, enfin le cholestérol va violemment baisser parce qu'en fait, en tout cas c'est une hypothèse, c'est que les LDL en fait sont utilisés dans la construction de parois cellulaires, en fait, aussi simplement que ça, parce que le LDL apporte, on va dire, du cholestérol et on va dire tous les composants nécessaires à la construction du muscle et en fait ça contribue à la diminution du cholestérol, en tout cas sur les premiers jours quand le corps n'est pas prêt pour ça en fait. Et ce que je veux juste illustrer avec cette étude qui n'est pas forcément une étude scientifique, mais une étude personnelle, on va dire, c'est que en fait le cholestérol est impliqué dans tellement de sujets que c'est dommage de le réduire à la problématique des maladies cardiovasculaires. On sait aussi, par exemple, que le cholestérol est intimement lié au système, comment on appelle ça, j'ai des difficultés à parler français parce qu'en fait je parle chez moi en anglais avec ma femme, donc du coup souvent j'ai du mal à trouver le T'inquiète. mot. Mais comment on fait ça Dis en anglais, puis je peux essayer de. justement, je trouvais pas en anglais. Ok, pas grave. Notre système qui nous protège des maladies, c'est le système immunitaire, voilà. Donc le cholestérol est intimement lié en fait au système immunitaire. C'est pour ça notamment qu'on trouve que les personnes âgées qui ont un cholestérol élevé ont beaucoup moins de maladies infectieuses ou de maladies de manière générale que les personnes âgées qui ont un cholestérol bas. Ça c'est juste un exemple, mais voilà, il y a énormément de choses qui sont dans lesquelles le cholestérol rentre en jeu et, euh, et c'est trop réducteur de dire que le cholestérol est mauvais pour la santé. Ok, j'ai l'impression que même si le message que tu viens de donner il y a 10 secondes est quand même assez fort, dans la manière dont on l'a amené, on n'est finalement même pas dans quelque chose de si controversé que ça. C'est-à-dire qu'on Non. suggère en tout cas d'aller plus loin que ce zoom exagéré. Dans le reste, je ne sais pas si tu voulais parler aussi, parce que c'est quelque chose que tu mentionnes dans l'article, mais là du coup on parle du domaine médical parce qu'on parlerait des statines. Euh, Mhm. la manière dont tu as présenté ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement pertinent parce que finalement, on peut se dire, bon, les statines, si ça a cet effet qu'on cherche à obtenir, il est utile à quel moment? Il est utile pour la prévention, il est utile pour le traitement, il est utile pour toutes les maladies. Il faudrait le donner même au McDonald's directement aux gens qui sortent, ou parce qu'il y a eu une proposition comme ça à un moment donné pour te dire à quel point c'est aberrant. Mais dans l'idée, qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre globalement l'utilité des statines? Est-ce qu'on peut se permettre de l'aborder? Est-ce que tu te sens confiant dans l'idée de l'aborder ou pas du tout? Oui, oui, bien sûr, pas de souci. On va dire, on va prendre les pincettes qu'il faut pour pas dire de conneries. En fait, je pense qu'il faut le faire d'ailleurs. Il faut en parler parce que justement, en général, les voix qui sont audibles sur ces sujets, c'est plus des gens, on va dire entre guillemets extrémistes, qui vont dire justement, il faut mettre des statines dans l'eau courante, quoi, pour que tout le monde, ou inversement, des gens qui vont dire que les statines c'est le diable, il faut absolument que personne, qui que ce soit dans le monde, les prenne, quoi. Moi, je suis ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que je pense que, après ça, c'est justement juste un avis personnel. Je pense que les statines ont leur utilité pour certaines personnes et il y a beaucoup d'études scientifiques qui le démontrent. Pour en particulier les personnes pour qui on a démontré qu'il y avait des problèmes cardiovasculaires. C'est-à-dire que on l'a vu que ce soit en imagerie, par exemple avec un calcium score, ou bien parce qu'il y a eu un événement cardiovasculaire auparavant, comme par exemple un infarctus du myocarde, ou quelque chose comme ça. Là, il y a quasiment pas de débat sur le sujet. On sait que les statines sont intéressants dans le sens où ils peuvent permettre à la personne de vivre peut-être plus longtemps, aussi simplement que ça. Mais pour le reste, c'est pas forcément le cas. Enfin, pour le reste, c'est pas forcément intéressant en fait. Alors qu'aujourd'hui, on va dire beaucoup de médecins,
je simplifie là, mais ils vont avoir plus une approche assez simplificatrice qui vont dire, OK, tu as un cholestérol élevé, il faut que tu prennes des statines. Ils vont pas forcément aller faire la démarche de aller plus loin, faire on va dire un calcium score ou faire des examens plus poussés comme par exemple calculer le nombre de LDL particules de LDL ou voir le niveau d'inflammation de la personne, voir si la personne a des problèmes métaboliques avec par exemple des triglycérides très élevés ou qui est prédiabétique. Donc tout ça, c'est des choses qui vont, on va dire, orienter le médecin. Et donc du coup, on va dire quand tu fais la balance entre les effets positifs et négatifs des statines, tu es obligé de te poser des questions pour voir est-ce que c'est intéressant ou pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que les statines ont des effets secondaires qui peuvent être plus ou moins importants en fonction des personnes. Hein. On ne réagit pas tous de la même manière aux médicaments et ça peut causer des douleurs musculaires à pas mal de personnes. La majorité des gens qui arrêtent les statines le font parce qu'ils ont des douleurs musculaires. C'est pas, on va dire, les labos dans leurs études, ils montrent des taux, on va dire, très très bas de personnes qui ont des douleurs musculaires, mais quand on regarde les surveys, les questionnaires qu'on pose aux malades qui arrêtent d'eux-mêmes leurs médicaments, bah, on voit que c'est beaucoup de monde. Je crois que plus de 30% des personnes qui arrêtent les statines, c'est à cause des douleurs musculaires. Et donc il y a ça, mais il y a aussi autre chose. Il y a pas mal de recherches qui commencent à montrer que ça peut poser des dysfonctionnements métaboliques de prendre des statines. Là, je généralise pas, je dis pas pour tout le monde, hein, mais il y a des cas où ça peut augmenter le risque de diabète. Il y a des cas où si on démontre qu'il y a une corrélation, là encore c'est une corrélation avec la démence, parce que en fait ça affecte la production de cholestérol dans le cerveau. Et c'est forcément, enfin, ça a un impact sur le fonctionnement du cerveau. Donc du coup, il faut peser le pour et le contre entre voilà les effets positifs qui peuvent être ok, ça peut empêcher certains problèmes cardiovasculaires chez les personnes à risque, avec les effets potentiellement négatifs, enfin négatifs connus en tout cas comme on va dire le problème musculaire ou qui pour des problèmes, on va dire, qui sont pas forcément démontrés de manière causale, comme les problèmes métaboliques ou de démence. Donc voilà, il faut discuter de ces points. En fait, si on est dans cette situation, voilà, il faut en parler à son médecin et lui dire d'aller plus loin que la simple recommandation. On a un cholestérol élevé, il faut prendre des statines, quoi. Hyper intéressant. Effectivement, dans les quelques points qu'on peut d'ailleurs discuter avec son médecin pour un bilan sanguin supplémentaire, il y a plusieurs critères qui peuvent être très intéressants, mais en complément de la TSH, pour regarder ce qu'on pourrait donc du coup qualifier d'une hypothyroïdie subclinique, parce que pour que ce soit une hypothyroïdie au niveau clinique justement, c'est la TSH qui est le gold standard, donc le standard médical de base, on va dire. Mais si on regarde d'autres choses, et qu'effectivement on se rend compte que certains facteurs suggèrent que ça pourrait aussi être intéressant de normaliser en tout cas la fonction thyroïdienne, c'est un critère à garder en tête. On pourrait aussi regarder, tu as parlé du calcium, ça pourrait être extrêmement intéressant de regarder ça aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder encore? Peut-être, bon, on va pas aller trop loin dans les détails sanguins, mais c'était pour dire que j'ai la même impression que toi, en tout cas, c'est que si on s'arrête trop tôt avant de creuser, on rate quand même pas mal d'opportunités d'améliorer des choses qui peuvent normaliser le problème plutôt que de directement rentrer dans une perspective, à nouveau à discuter avec le médecin, aussi en fonction de la motivation du patient. Hein. Certaines personnes ne veulent rien entendre, ils disent donnez-moi ce que vous devez me donner et je vais rien faire, je vais continuer de fumer, je vais continuer de pas dormir, je vais continuer d'être stressé au travail, je vais rien à foutre de ma vie, donnez-moi juste ce qu'il faut. Et puis pour ainsi dire, c'est le mieux qu'on peut faire finalement, c'est leur donner ce qui permet de peut-être dans un cas de récidive, enfin éviter les cas de récidive comme un infarctus du myocarde ou autre chose. Là, on est peut-être dans le meilleur des cas de ce qu'on peut faire avec les statines. Et à nouveau, je ne suis pas médecin, tu n'es pas médecin, mais dans la discussion qu'on peut avoir, ce serait peut-être le cas le plus justifié avec le bon sens qu'on va peut-être amener. Et dans d'autres cas, quelqu'un de jeune, sans aucun problème, qui tout à coup se retrouve à, on ne sait pas trop pourquoi, 245, et puis qui sort en fait d'un examen, parce qu'il fait des examens universitaires un petit peu compliqués, il n'a pas dormi, et puis il a 2-3 semaines, vraiment, il n'a pas pu prendre le soleil, etc. Et juste à ce moment-là, il se retrouve à 245 de cholestérol, il se met sous statine. Peut-être que là, on n'est clairement pas dans le meilleur des cas, pour donner un peu un spectre d'action comme ça.
Ouais, c'est ça. Aussi, on va dire des facteurs, je pense qu'il faudrait avoir en tête si on est inquiet sur son niveau de cholestérol, c'est le niveau de triglycérides. On va dire aujourd'hui, en fait, il y a justement Dave Feldman qui a mis au défi des personnes de lui trouver en fait, justement parce que lui, ça l'intéresse de trouver cette contre-exemple, de trouver en fait des études qui démontrent que le cholestérol élevé en dehors on va dire, d'un niveau de triglycérides élevé est problématique. En fait, il y a aucune étude qui montre ça. C'est-à-dire, quand on a un cholestérol élevé et des triglycérides bas, pour l'instant, mais rien qui démontre que c'est problématique en fait, quel que soit le niveau de cholestérol. Et donc du coup, moi, je conseille aux gens de surveiller aussi leur niveau de triglycérides et de manière générale, en fait, tout ce qui peut démontrer en fait qu'on a une crise d'utilisation de l'énergie dans le corps en fait. Donc par exemple le niveau d'hormone thyroïdienne, si on a souvent des niveaux de triglycérides élevés en permanence ou des niveaux de sucre dans le sang en permanence élevés, qu'on est en prédiabétique par exemple, bah, en fait c'est une preuve qu'il y a une crise d'utilisation d'énergie dans le corps. L'énergie n'est pas censée rester en permanence dans la circulation, donc les triglycérides c'est de l'énergie, c'est de la graisse, le sucre c'est de l'énergie, on est censé l'utiliser au bout d'un moment. Donc du coup, si au bout de, on va dire, quand on se réveille le matin, on fait un test sanguin ingent, hein, on a les deux qui sont élevés, c'est-à-dire un niveau de glycémie élevé et niveau de graisse dans le sang élevé, c'est-à-dire que notre corps n'arrive pas à utiliser l'énergie qu'on a. Et ça, il faut commencer à s'inquiéter. Donc voilà. Super bien résumé et ça donne énormément de sens. J'ai deux critères qui me sont revenus à l'instant. On peut mesurer le niveau de stress oxydatif, qui est un critère qui est aussi important pour ça, et le niveau d'inflammation de bas grade que tu as mentionné aussi. Et ces deux-là ne sont pas du tout controversés, hein. Quand on sait que Non, le ouais. stress oxydatif est élevé et le niveau d'inflammation de bas grade est donc élevé de façon chronique, un petit peu plus élevé que la norme, ce sont deux critères qui sont clairement associés aussi avec des problèmes de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est aussi des trucs qu'on Ouais. peut observer. Et si on voit qu'effectivement, pour reprendre le dernier exemple de l'étudiant qui a tout à coup une phase de stress pour son examen, mais en dehors de ça, tout va bien, et qui se retrouve ponctuellement à un mauvais stade, bon bah voilà, on sait que n'importe qui peut se retrouver après 5 nuits de sommeil à moins de 4 heures en stade prédiabétique s'il fait un test de GTT, Oral Glucose Tolerance Test. Exactement, ouais. Il n'est pas devenu Mm. diabétique, il a juste passé une phase de merde, pour dire ça un peu de manière informelle. C'est ça. Et il y a la bonne mesure au bon moment avec le bon contexte et la bonne interprétation. Ouais. On va dire cet étudiant, il doit pas paniquer autant qu'on va dire une personne qui a 55 ans, qui est largement en surpoids depuis de nombreuses années, et qui voilà depuis plusieurs années, à chaque fois qu'il fait son bilan sanguin, il voit que les choses, enfin que sa glycémie à jeun augmente tout à chaque fois, que son niveau de triglycérides augmente à chaque fois, que son poids augmente à chaque fois. C'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui a justement passé 5 jours on va dire compliqués qui font que c'est niveau de, du cholestérol ou d'autres choses, on va dire d'hormones du stress par exemple augmente. Donc ouais, effectivement, le contexte a toute son importance. Super. J'essaie de voir parce que ça fait quand même 1 heure qu'on parle et je sais qu'on a déjà couvert pas mal de choses. Déjà, ok. Ouais, mais tant Ouais. mieux. Si on n'a pas trop vu le temps passer, c'est plutôt positif en général. Mais dans l'idée, est-ce que toi, il y a quelque chose qui te tient à cœur, je vais te poser la question comme ça, au niveau du cholestérol, que tu aimerais partager, ou tu veux peut-être que je te pose encore une question sur peut-être la conclusion de ton article, avec un truc que j'aime bien, en tout cas, c'est le côté tirez pas sur l'ambulance, ou ne dites pas que finalement les pompiers sont à la base du problème du feu, ou tirez pas sur les flics parce qu'il y a un crime. Dans l'idée, est-ce que tu aimerais parler un peu de ça? On en a déjà parlé, ou tu as autre chose que tu as en tête? J'ai deux choses peut-être en tête. La première, c'est un message très simple. C'est ne remplacez pas votre beurre par de la margarine, s'il vous plaît. Oh putain, ouais. Ça, c'est le premier truc. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ça, c'est le message simple, droit au but. Il nous faudrait des heures, enfin, la Minnesota-Stadine sur l'appareil extérieur devrait normalement suffire pour juste, on va dire, argumenter en faveur de ça. Donc, s'il vous plaît, ne remplacez pas votre beurre par la margarine. Deuxième point, c'est que voilà, quand vous entendez parler d'un sujet complexe comme le cholestérol, essayez de creuser un peu plus et aller au-delà, on va dire, des titres racoleurs et essayer de comprendre un peu la nuance du sujet, ou parce que c'est toujours plus compliqué que ce qu'on croit. Écoute, c'est super propre. Il y a un truc que je vais quand même te dire, c'est que
c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait négligeable. Le premier, tu as dit ton message était très simple. Remplacer le beurre par de la margarine, c'est une mauvaise idée. Et pourtant, ce qui est marrant, enfin plutôt triste, je pense, c'est que beaucoup de personnes vont avoir justement ce discours parce que le beurre va avoir un effet. C'est pour ça que j'en parle. Non, mais justement, c'est parfait. Donc ton message là, il est percutant. Et je te remercie pour cet avis-là, parce qu'effectivement, des personnes vont vraiment pointer du doigt le beurre comme étant une des pires choses. Et je pense qu'on peut trouver clairement tellement plus facilement pire dans l'alimentation moderne que si on devait détourner tout le monde de l'essentiel, on commencerait à avoir un message arrêtez le beurre. Parce qu'en fait, on s'en fout quelque part si on règle tous les autres problèmes avant qui ont peut-être infiniment plus d'impact. Cela dit, même ce que je viens de dire maintenant n'a pas de valeur médicale, c'est-à-dire que si on est voilà, dans une prise en charge, comme tu as dit, en plus on est peut-être déjà sous statine, et puis que notre médecin nous suggère de diminuer le beurre, nous on n'a pas d'incidence là-dessus, il n'y a rien qu'on peut apporter ici qui a une valeur dans votre cas, qui est un cas encadré sur le plan médical. Mais en dehors de ça, et de manière générale, ton argument, remplacez pas le beurre par un truc qui est juste une aberration au niveau de sa création, la margarine, mais effectivement ça tient et c'est stable, et c'est ça qui fait que c'est pratique et puis que ça se vend quand même. Mais aussi après avec le petit diminue le cholestérol qui fait que souvent c'est vendu un petit peu plus aussi. Ouais. Ça fait partie, je pense, des aliments les C'est ça qui fait mal au cœur. Check. C'est vraiment quelque chose qui m'horripile, quoi, de voir ça dans les rayons et avec leur petit cœur vert et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Non, non, nickel. Écoute, je pense qu'on a quand même fait un tour pas trop mal. C'est cool parce qu'on n'est pas allé autant dans des détails. Par exemple, on aurait pu parler de Ouais. trucs comme ApoB, on n'aurait pas. T'as quand même parlé des chylomicrons, t'as quand même parlé du LDL, du HDL. On est quand même allé dans des détails qui sont peut-être pas forcément compréhensibles pour tout le monde, mais je pense que ça a été très bien encadré dans un contexte compréhensible. Si quelque part dans les commentaires, parce que je laisserai ceci en IGTV si ça te dérange pas, sur mon compte. Ouais, bien sûr. D'accord. Donc, si au moment où vous écoutez ça, vous voulez mettre en commentaire, peut-être vous voulez une partie 2 ou quelque chose d'un peu plus poussé sur le plan des détails cette fois-ci, on peut aussi faire cet effort. Juste un truc au passage, il y a une vidéo qui a été tournée par Kael Mamounis, qui a un doctorat dans le domaine de la nutrition et qui parle du cholestérol avec une direction qui est effectivement assez similaire à celle qu'on a abordée ici, mais lui, par contre, il plonge dans les détails. Et donc, les personnes qui aiment la bio, la physiologie, etc., peuvent aller vraiment se faire plaisir, si je puis dire, dans ce qu'on n'a pas pu aborder en 1 heure de live. Là, on est déjà assez loin. Donc, trop cool. Écoute, ça me va. Ok, merci Will, en tout cas. Magnifique, ça me va très bien comme conclusion. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir accepté surtout pour ce live. Très content de t'avoir découvert aussi en live avec ton petit parcours. Merci aussi pour la présentation de ta vie personnelle que tu nous as partagée. C'est super. Et peut-être à une prochaine en live ou ailleurs, mais en tout cas, je sais que je suis dans le temps. Trop cool. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.